feel pretty good tonight, and I should, 'cause today... Voici le dernier moment de Dean Martin. Celui que l'Amérique appelait le roi du cool, l'homme au sourire en coin et à la voix de velours, s'est éteint un matin de Noël, dans le silence d'une villa de Beverly Hills. Il n'y avait ni projecteur, ni fanfare, ni rideau à tirer. Juste un fauteuil vide, une respiration absente, et dans la pièce voisine, une télévision encore allumée sur un vieux western qu'il ne verrait jamais finir. À 78 ans, Dean Martin quittait ce monde sans adieu, comme s'il voulait s'effacer sans troubler personne. Et pourtant, cet effacement n'avait rien de banal. Car derrière cette disparition discrète se cache une tragédie intime que peu ont su lire. Certains ont voulu croire qu'il était simplement fatigué, que ses années de scène, de tournées, de cocktails et de cigarettes avaient eu raison de sa santé. D'autres, plus proches, ont vu les signes bien avant. Une solitude croissante, des gestes absents et surtout ce vide immense laissé par un drame familial survenu quelques années plus tôt. Car Dean Martin n'a jamais vraiment survécu à la perte de son fils adoré, Dean Paul. Ce jour-là, quelque chose s'est éteint en lui, bien plus fort que toutes les lumières de Las Vegas. Et depuis, il a commencé à disparaître à petit feu. Ce qui frappe dans les derniers mois de Dean Martin, ce n'est pas tant la maladie ou la vieillesse, mais cette forme d'auto-effacement progressif, presque volontaire. Lui qui illuminait les plateaux du Rat Pack, qui faisait rire Frank Sinatra et trembler les foules d'un simple clin d'œil, s'est peu à peu enfermé dans le mutisme. Plus d'apparitions publiques, plus de retours triomphal, plus d'envie de jouer. Même ses vieux complices semblaient ne plus oser franchir le seuil de sa porte. C'était comme si Dean Martin avait choisi de tourner le dos à sa légende. Et pourtant, l'image publique est restée intacte, celle d'un crooner insouciant, un peu ivre, toujours drôle, irrésistiblement séduisant. Un masque si bien porté qu'il en est devenu indissociable de son identité. Mais derrière cette façade se cachait un homme bien plus complexe, vulnérable, écorché par les absences et par le poids du silence. Jusqu'au bout, il a su préserver ce mystère, refusant toute interview, toute confession, toute explication. Ce que le monde ignorait, c'est que Dean Martin avait déjà renoncé depuis longtemps. C'est cette lente disparition presque invisible qui rend son dernier moment si poignant. Pas de flash, pas de lampe publique, pas d'hommage national immédiat, juste quelques amis fidèles, une villa plongée dans l'ombre et un nom qui s'efface dans les pages des journaux du 26 décembre. Comment un homme aussi célèbre, aussi adoré, a-t-il pu partir dans une telle discrétion ? Et surtout, pourquoi ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. Car l'histoire de Dean Martin ne se résume pas à une voix ou à un sourire. C'est celle d'un homme qui a su faire rêver l'Amérique avant de s'éclipser, comme une étoile qui choisit de ne briller que pour elle-même. Avant d'être une légende, Dean Martin était un enfant d'immigrés. Né sous le nom de Dino Paul Crosetti, un certain 7 juin 1917, à Steubenville, une petite ville de l'Ohio marquée par le charbon, la pauvreté et les rêves, à 1000 km d'Hollywood. Fils d'un coiffeur italien, il apprend vite que la vie ne fait pas de cadeaux. À l'école, il parle mal anglais, se fait moquer pour son accent et abandonne très tôt les bancs de classe. Mais dans les bars du coin, sa voix commence déjà à faire tourner les têtes. Il chante, il charme, il observe et surtout, il attend son moment. Ce moment, il le saisira dans les années 40, quand il croise la route d'un jeune comique survolté, Jerry Lewis. Ensemble, ils vont électriser l'Amérique. Le duo Martin et Lewis devient un phénomène, enchaînant les spectacles, les émissions radio et bientôt les films. Dino devient Dean, le beau ténébreux qui fait contrepoids au clown bondissant. Entre 1946 et 1956, ils sont partout, jusqu'à ce que les tensions artistiques les séparent. Le duo se brise, mais Dean Martin ne vacille pas. Au contraire, c'est à ce moment précis qu'il entame sa véritable ascension en solo. Derrière son allure nonchalante, Dean est un bourreux de travail. Il enregistre des dizaines d'albums, enchaîne les tournages et devient une figure incontournable du show business américain. Avec des titres comme That's Amore, Volare ou encore Everybody Loves Somebody, il conquiert les charts comme les chœurs. Et quand il ne chante pas, il joue. Dans des westerns, des comédies, des films de gangsters. Il tient tête à John Wayne, séduit Shirley MacLaine et devient même un agent secret improbable dans la série des Matt Helm. Sa carrière semble sans limite. Mais au-delà des micros et des caméras, Dean Martin est surtout un homme de scène. Dès 1965, il anime sa propre émission, le Dean Martin Show, diffusée chaque semaine sur NBC. Le décor est luxueux.
les invités prestigieux, et lui règne cigarette à la main, verre à la main, sourire en coin. Ce personnage de crooner légèrement ivre, détaché, drôle, devient sa signature. Pourtant, ceux qui l'ont connu savent que tout cela n'était qu'un masque. Le verre souvent rempli de pommes pétillantes, le regard toujours attentif aux moindres détails techniques, Dean Martin savait exactement ce qu'il faisait. Dans les coulisses, c'est un homme discret, pudique, parfois distant. Il n'aimait pas les interviews, fuyait les mondanités inutiles et préférait passer ses soirées à jouer au golf ou au poker avec quelques amis. Malgré la célébrité, il cultivait une forme d'élégance distante. Il faisait partie du Rat Pack, aux côtés de Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Mais même là, il restait à part, comme un satellite gravitant autour de la fête sans jamais vraiment s'y abandonner. C'était peut-être là son secret, entretenir l'image, mais protéger l'homme. Sa vie privée, elle aussi, est marquée par cette dualité. Marié 3 fois, père de 8 enfants, il reste une énigme pour beaucoup. Ses enfants le décrivent comme un père tendre, mais absent, aimant, mais insaisissable. Le plus célèbre d'entre eux, Dean Paul, deviendra pilote de chasse, acteur et figure montante des années 80, avant que le destin ne frappe brutalement. Mais ça, c'est une autre page, plus sombre, que nous ouvrirons plus tard. Pour l'instant, retenons ceci, Dean Martin, dans les années 60 et 70, n'était pas seulement une star, il était une institution, un homme que l'Amérique pensait connaître, mais qu'elle n'a peut-être jamais vraiment compris. La chute de Dean Martin n'a pas été brutale. Elle s'est faite en douceur, presque élégamment, à l'image de l'homme qu'il était. Dans les années 80, son visage reste familier sur les écrans, grâce aux fameuses émissions de Celebrity Roast, où il préside, verre à la main, des dîners moqueurs remplis de stars. Mais derrière les projecteurs, les choses commencent à se fissurer. Il se fait plus discret, moins impliqué, parfois même absent. Le public rit encore, mais Dean semble ailleurs, comme si, après des décennies de lumière, une forme de lassitude s'installait. Il a tout vu, tout connu, et peut-être surtout, il a tout donné. À cette époque, beaucoup pensent qu'il ralentit simplement à cause de l'âge. Il approche des 70 ans, a traversé plusieurs décennies de succès ininterrompus et pourrait légitimement aspirer au repos. Mais ses proches, eux, voient autre chose. Une mélancolie sourde, une fatigue de l'âme. Il annule des engagements, refuse des projets, s'éloigne de plus en plus souvent sans prévenir. L'homme qui autrefois remplissait des salles de concert avec un simple haussement d'épaule semble désormais se fondre dans l'ombre. Et puis, un jour de mars 1987, le drame frappe. Un drame qui changera tout. Le 21 mars 1987, Dean Paul Martin, fils adoré de Dean, meurt lors d'un accident d'avion. Il pilotait un F-4 Phantom II dans le cadre d'une mission d'entraînement pour la Garde nationale aérienne de Californie. L'appareil s'écrasait contre les flancs enneigés du mont San Gorgonio. Il n'a que 35 ans. C'est un choc terrible, pour le public, pour l'armée, pour les médias. Mais pour Dean Martin, c'est une blessure impossible à décrire. Il ne dira presque rien. Pas de déclaration, pas d'apparition publique. Juste le silence. Et ce silence-là sera plus assourdissant que n'importe quel cri. Depuis ce jour, quelque chose se brise en lui. Les témoins racontent que Dean Martin n'a plus jamais été le même. Lui, qui même dans les pires situations, savait faire une blague pour alléger l'atmosphère, se referme complètement. Il cesse presque immédiatement toute activité artistique. Ses dernières apparitions deviennent rares, furtives, parfois même inquiétantes. Son regard n'est plus là. Il promène son corps comme un fantôme dans les rues de Beverly Hills, souvent seul, vêtu d'un trench coat trop grand, le visage dissimulé sous une casquette, comme s'il ne voulait plus qu'on le reconnaisse, ou peut-être comme s'il ne se reconnaissait plus lui-même. En 1988, Frank Sinatra le convainc de remonter sur scène avec lui et Sammy Davis Jr. pour une tournée baptisée Together Again. L'annonce fait l'effet d'un événement mondial. Las Vegas trépigne, les fans jubilent. Mais Dean Martin, lui, semble absent dès les premières dates. Sa voix est fatiguée, ses mouvements lents, son regard ailleurs. Il oublie les paroles, se perd sur scène. Très vite, il quitte la tournée, remplacé au pied levé par Liza Minnelli. Ce retrait marque un tournant définitif. À partir de là, Dean Martin n'essaiera plus jamais de revenir. Il se retire, complètement, définitivement, sans cérémonie. Les dernières années de sa vie se déroulent dans une étrange semi-clandestinité.
Il vit seul, dans sa maison de Beverly Hills, entouré d'objets familiers et d'un personnel réduit. Il refuse les visites, décline les interviews et ne répond plus aux sollicitations de ses anciens amis. Même Frank Sinatra, avec qui il partageait tant, confiera ne plus réussir à le joindre. Certains disent qu'il passait ses journées à regarder des westerns, à écouter de vieux vinyles, ou simplement à fixer le vide. Ce n'est pas qu'il ait voulu disparaître, c'est qu'il ne voulait plus être vu. La légende s'efface, lentement, mais sûrement. Lorsque l'on évoque Dean Martin, on pense immédiatement à une voix, à un rire, à un verre à la main. On pense à une époque dorée, à Las Vegas, à des soirées interminables avec Sinatra et les autres. Mais rarement pense-t-on à l'homme derrière la silhouette. Car Dean, le vrai Dean, était tout sauf ce masque souriant que la télévision a immortalisé. C'était un homme pudique, profondément réservé, qui n'a jamais aimé parler de lui. Un homme qui, derrière chaque trait d'humour, cachait une blessure, parfois ancienne, parfois béante. Et c'est justement cette pudeur, ce refus de se livrer, qui l'a lentement éloigné de tous. Dans les dernières années, Dean Martin a cessé de répondre aux appels, aux lettres, aux invitations. Ses enfants eux-mêmes n'avaient parfois que peu de nouvelles. Il avait réduit sa vie à l'essentiel. Quelques trajets en voiture, une table de restaurant préférée, un médecin et le silence. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. Ceux qui ont pu l'apercevoir témoignent d'un homme vieilli prématurément, amaigri, luttant pour respirer. Atteint d'un emphysème sévère, conséquence directe de décennies de tabagisme, Dean savait que son corps le lâchait peu à peu. Mais il refusait tout traitement intrusif. Pas d'hôpital, pas d'acharnement. « Je veux juste être tranquille », aurait-il confié un jour à un proche, dans un souffle. Ce besoin de paix allait bien au-delà de la santé. Car en vérité, Dean Martin portait en lui une tristesse ancienne, que le temps n'avait pas su guérir. La perte de son fils Dean Paul, en 1987, fut l'élément déclencheur, mais pas la seule cause. Depuis longtemps déjà, il s'était peu à peu coupé de ses émotions. Son premier divorce l'avait marqué. Son éloignement avec Jerry Lewis, jamais vraiment recollé malgré une réconciliation publique tardive, laissait en lui une forme de regret muet. Et puis, il y avait ce sentiment persistant d'avoir été aimé pour ce qu'il représentait et non pour ce qu'il était. Dans une industrie qui célèbre l'image plus que l'âme, Dean avait fini par se méfier de tout. Les médias, de leur côté, ne se sont pas beaucoup intéressés à cette disparition discrète. Quelques brèves, de rares articles, aucun scandale, aucune polémique, donc peu de matière pour les tabloïds. Hollywood l'avait oublié avant même qu'il parte. L'homme qui avait un jour sauvé NBC avec son émission du jeudi soir se retrouvait seul, presque effacé. Même à Las Vegas, où son nom figura jadis en lettres géantes, rares étaient ceux qui savaient encore où il habitait, ce qu'il devenait. Et cela peut-être était sa revanche silencieuse. Disparaître de son vivant, choisir son éclipse, refuser les adieux médiatisés. Mais ce retrait n'était pas sans douleur. Un soir, dans un restaurant de Beverly Hills qu'il fréquentait souvent, un serveur racontera tétard avoir surpris Dean Martin les larmes aux yeux en entendant une vieille chanson à la radio. « That's Amore ». Il avait simplement dit « Mon fils aimait celle-là ». Il n'en fallait pas plus pour comprendre. Le souvenir de Dean Paul était omniprésent. Sur les murs de sa maison, sur les disques qu'il ne rangeait jamais, dans les silences entre deux phrases. Certains proches disent même qu'il parlait à son fils à voix basse, comme s'il était toujours là. Ce lien visible, cette douleur muette, était devenu son dernier compagnonnage. Et puis, il y a cette photo, une image floue, prise par un paparazzi au téléobjectif, à la sortie d'un cabinet médical. On y voit Dean Martin, seul, voûté, les traits tirés, méconnaissable. Il ne regarde pas l'objectif, il regarde le sol. Cette photo n'a jamais fait la une, elle a circulé brièvement avant d'être oubliée. Et pourtant, elle dit tout. Elle montre ce que peu ont accepté de voir. Une légende fatiguée, un homme qui n'en pouvait plus de son propre mythe. Cette image-là, bien plus que tous les portraits de gala, est peut-être la plus sincère qu'on ait jamais eue de lui. Quand la nouvelle de sa disparition a été annoncée le jour de Noël 1995, beaucoup ont été surpris. « Dean est parti ?» demandaient certains, incrédules. Comme s'il était déjà parti depuis longtemps, comme s'il avait glissé hors du temps depuis des années. Il n'y eut pas de grande cérémonie, pas de funérailles publiques. Quelques casinos de Las Vegas ont tamisé leur lumière dans un hommage discret à l'image de l'homme qu'il était devenu. Pas de discours, pas d'hommage télévisé. Juste une ville qui, l'espace d'un instant, se souvenait de l'élégance d'un sourire perdu. Dean Martin n'a jamais été un homme de confession.
Il n'a laissé ni journal intime, ni autobiographie, ni grande révélation posthume. Tout ce que nous savons de lui vient des regards croisés, des silences partagés, des souvenirs de ceux qui ont eu la chance, ou la douleur, de l'approcher vraiment. C'est peut-être ce qui rend son histoire si particulière. Elle échappe au grand récit linéaire. Elle ne se raconte pas avec fracas, mais avec écho. Elle ne s'impose pas, elle murmure. En analysant son parcours, on comprend que Dean Martin a toujours navigué entre deux mondes, celui de la lumière et celui de l'ombre. Sur scène, il incarnait la désinvolture, le charme, l'insouciance. Mais dans la vie, il cultivait la distance, l'énigme, parfois même l'effacement. Ce décalage entre l'image publique et la réalité intime est frappant. Il a construit un personnage si fort, si attachant, qu'il en est devenu prisonnier. Prisonnier d'un verre à la main, d'une blague sur les lèvres, d'un éternel sourire qui cachait peut-être une profonde fatigue d'exister. Hollywood n'a pas su ou voulu voir cette lente disparition. L'industrie, qui sait si bien magnifier les débuts, ne sait pas toujours accompagner les fins. Dean Martin n'a pas eu droit à un dernier tour de piste, à une ovation finale. Il est parti comme il avait vécu les dernières années, dans le silence, loin des caméras, loin des regards. Et c'est peut-être ce qu'il souhaitait. Un adieu sans drame, une sortie par la petite porte, presque comme une pirouette discrète d'un homme qui n'a jamais aimé faire trop de bruit. Mais ce silence, justement, nous interroge. Que dit-il de nous ? De notre façon de traiter ceux qui nous ont fait rêver, de notre mémoire sélective, qui oublie trop vite les voix qui nous ont accompagnés. Dean Martin ne cherchait pas la postérité, il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Et pourtant, aujourd'hui encore, sa voix résonne dans nos souvenirs, dans les films du dimanche soir, dans les vinyles qui crépitent, comme une présence fantôme, douce, ironique, bouleversante. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce destin était-il inévitable ? Aurait-il pu écrire une fin différente ? Ou bien cette disparition discrète était-elle, en fin de compte, son ultime acte de liberté ? Il y a des voix qui ne meurent jamais. Des voix qui glissent doucement entre les sillons d'un vieux disque, qui s'invitent à l'improviste dans une voiture, un restaurant, un souvenir. Celle de Dean Martin fait partie de ces voix-là. Elle n'a pas besoin de scène ni de lumière. Elle surgit là où on ne l'attend pas. Dans une cuisine, en train de préparer le repas du soir, dans un salon plongé dans la pénombre, dans le silence d'un cœur qui a besoin de douceur. Dean Martin n'a pas quitté le monde. Il l'habite encore, autrement. Peut-être que c'est cela sa véritable victoire. Avoir su traverser le temps sans jamais se battre pour le conquérir. Avoir su imposer une forme de tendresse tranquille, à contre-courant du tumulte. Là où tant d'autres ont cherché la grandeur, la reconnaissance, le bruit, lui a choisi la discrétion, l'élégance, le retrait. Même son départ, un jour de Noël, semble avoir été un dernier clin d'œil du destin. Comme si le monde entier, ce matin-là, fredonnait sans le savoir une chanson d'adieu. Il ne reste de lui ni musée, ni monument, ni culte officiel. Mais il reste les chansons. Et c'est peut-être le plus beau des hommages, car Dean Martin, au fond, ne voulait rien d'autre. Pas de statue, pas de louange. Juste qu'on l'écoute de temps en temps, qu'on sourit à un refrain oublié, qu'on lève un verre à la mémoire d'un homme qui a su, mieux que personne, nous faire croire que la vie pouvait être légère. Alors oui, certains adieux sont devenus invisibles, jusqu'à ce qu'on les raconte enfin, jusqu'à ce qu'on se souvienne, entre deux soupirs, qu'un jour, un homme vêtu de blanc a chanté l'amour en italien, a fait rire Sinatra, et a su s'éclipser sans bruit. Dean Martin était peut-être le dernier gentleman d'un monde qui n'existe plus. Et s'il ne reste aujourd'hui que le silence, ce silence, étrangement, lui ressemble.